Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur le protocole Reserve. Mais attention, on va le faire sous un angle bien précis, celui de l'investisseur long terme. L'idée, c'est de décortiquer la proposition de valeur, bien sûr, mais surtout de ne pas mettre de côté les risques, qui sont bien réels et qui pourraient tout changer. Alors, pour commencer, je vous donne un chiffre. 30 000 milliards de dollars. C'est la taille que pourra atteindre le marché des ETF traditionnels d'ici 2029. C'est tout simplement colossal. Qu'il veut en quelque sorte transposer sur la blockchain. L'opportunité, vous l'aurez compris, est gigantesque. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Pour y voir clair, on va structurer notre analyse en 5 parties. D'abord, on va poser le contexte, l'ambition du projet. Puis, on ira voir la mécanique, comment ça marche concrètement. Ensuite, un point crucial, le rôle du token RSR. Après ça, on pèsera le pour et le contre. Et pour finir, on identifiera les indicateurs clés à garder à l'œil. Allez, on attaque. Première partie, la décentralisation des ETF. Quelle est l'idée de Reserve face à ce mastodonte de la finance traditionnelle? Eh bien voilà la thèse, résumée en une seule phrase. L'objectif, c'est de bâtir une infrastructure totalement décentralisée pour gérer des actifs directement sur la blockchain. C'est un peu comme prendre le modèle des ETF, qui a cartonné dans la finance classique, et de le recréer à la sauce crypto. Bon, d'accord. Mais en pratique, ça donne quoi? Rentrons un peu dans le détail pour comprendre les deux produits phares du protocole, les DTF et les R-tokens. L'innovation majeure, elle est là. Ce sont les DTF, pour Decentralized Token Folios. Il faut vraiment se les représenter comme des ETF, mais sur la blockchain. L'idée, c'est que n'importe qui peut créer un panier d'actifs, un folio, et que tout ça soit accessible à tous, de manière complètement transparente. Et c'est là qu'on mesure bien la rupture que Reserve propose. D'un côté, on a le monde de la finance tradie, fermé, un peu opaque, avec des barrières à l'entrée. De l'autre, on a un système ouvert, transparent, parce que tout est on-chain et accessible de partout dans le monde. C'est la pure promesse de la décentralisation appliquée à la gestion d'actifs. Concrètement, la plateforme permet de faire 3 choses. On peut créer des paniers d'actifs qui génèrent du rendement, on peut aussi créer des paniers qui suivent des thématiques comme la DeFi ou les NFT, et enfin il y a les R-tokens qui sont en fait des stablecoins d'un nouveau genre, garantis non pas par un seul actif, mais par tout un panier diversifié. Ok, maintenant parlons du nerf de la guerre pour un investisseur, le token RSR. Comment est-ce qu'il trouve sa valeur? Quel est son rôle exact dans tout cet écosystème? C'est la question clé. Le RSR, il a une double casquette. D'une part, c'est une sorte de police d'assurance. Les gens peuvent staker, donc bloquer leur RSR, pour garantir la stabilité des R-tokens. En échange de ce service, ils touchent un rendement. D'autre part, détenir du RSR, ça donne un droit de vote sur les grandes décisions du protocole. C'est donc à la fois la ceinture de sécurité et le volant du système. La mécanique de valeur est donc sur le papier assez simple à comprendre. Plus le protocole est utilisé, plus il y a d'actifs gérés via les R-tokens, et bien plus on aura besoin de RSR pour assurer tout ça. Donc plus d'adoption égale plus de demandes pour le token. C'est un cercle vertueux qui lie directement le succès du protocole à la valeur de son jeton. Mais il y a un mais, et il est de taille. Quand on regarde les données on-chain, on s'aperçoit que les 10 plus gros portefeuilles détiennent une part vraiment énorme des tokens en circulation. Et ça, pour un investisseur qui voit loin, c'est un drapeau rouge. C'est un risque de concentration qu'il ne faut absolument pas ignorer. Imaginez la pression à la vente si un de ces gros portefeuilles décide de vendre. Allez, on continue. Maintenant, il est temps de faire la part des choses. Il faut mettre en balance le potentiel, qui est immense, et la réalité actuelle du projet, qui est, disons-le, beaucoup plus modeste. D'un côté, les arguments qui plaident en faveur du projet sont solides, il faut le reconnaître. Le marché visé est gigantesque, le contexte économique avec la recherche d'actifs stables est plutôt favorable, le projet est déjà listé sur de grosses plateformes, ce qui lui donne de la visibilité, et son modèle ouvert peut théoriquement créer un puissant effet de réseau. Mais en face, il faut être très lucide. Les risques sont tout aussi importants. On a déjà parlé de la concentration du token. Mais il faut aussi ajouter que pour l'instant, le protocole génère très peu de revenus. Il y a aussi tout le flou réglementaire qui pèse sur le secteur. Et enfin, n'oublions pas la complexité technique qui implique toujours un risque de faille. Et ce graphique, il illustre parfaitement cette tension. Il résume tout. D'un côté, on a une TVL, une valeur totale verrouillée de plus de 500 millions de dollars. Ça, c'est un signe de confiance. Mais de l'autre, les revenus annuels sont ridicules. Le fossé entre le capital que le projet a réussi à attirer et la valeur qu'il arrive vraiment à capturer est juste immense. Surtout quand on le remet en perspective face à la taille du marché qu'il vise. Alors, si on se place dans une optique d'investissement long terme, comment est-ce qu'on suit l'évolution de ce projet? Quels sont les voyants à regarder pour savoir si, oui ou non, le projet est en train de combler ce fossé entre son potentiel et sa réalité?
Eh bien, voici un petit tableau de bord. Il faut suivre 4 choses de très près. L'adoption, via la TVL, l'usage réel en regardant le nombre de nouveaux produits créés, la monétisation, bien sûr, avec le total des frais générés, et enfin, la santé du token lui-même avec le taux de staking du RSR. C'est seulement si tous ces indicateurs montrent une tendance positive et durable que la thèse d'investissement commencera vraiment à se matérialiser. Cette analyse résume finalement très bien la situation. La technologie est là, elle est innovante, pas de doute là-dessus. Mais le modèle économique, lui, il en est encore à ses tout débuts, au stade de la pré-commercialisation. Il faudra donc être patient. Au final, tout se résume à cette question. Est-ce que la vision et la technologie de réserve seront assez fortes pour franchir les obstacles de l'adoption et de la rentabilité ? C'est sa capacité à transformer une belle idée technologique en un vrai succès commercial qui déterminera si, un jour, le projet parviendra à capter ne serait-ce qu'une miette de ces fameux 30 000 milliards de dollars. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.